fois que vous êtes en mouvement, vous recréerez de l'espoir chez vous et chez les autres. Tous ceux qui se lancent dans des alternatives, ils vont mieux qu'avant, parce que c'est bon pour le moral. On peut changer le monde à son échelle. Cet engagement peut devenir exponentiel. J'aime pas trop donner de conseils, mais faut peut-être écouter sa petite voix intérieure. Impact positif. Sylvia Micone. Une forêt primaire en Europe, c'est le grand projet de Francis Allais. Une invitation à se replonger dans le temps long, car le projet s'étalera sur plusieurs siècles. Une invitation à repenser notre relation à la nature et surtout une invitation à s'émerveiller devant la beauté avec un grand B. Et pour cela, pas besoin d'être un spécialiste pour s'en apercevoir. C'est ce que nous raconte l'éminent botaniste Francis Allais dans Impact positif. Francis Allais, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir sur Impact Positif. Vous êtes un éminent botaniste, un biologiste, éternel défenseur des forêts. Vous êtes spécialiste des arbres et des forêts tropicales. Vous avez voyagé dans le monde entier. Vous êtes aussi connu pour avoir inventé le radeau des cimes, une nacelle qui permet d'étudier la canopée des forêts. Et vous êtes aussi ici avec Éric Fabre. Bonjour. Bonjour. Secrétaire général de l'association Francis Allais pour la forêt primaire. Ensemble, vous portez un projet dont on va parler. C'est l'idée de créer une forêt primaire en Europe de l'Ouest, un projet qui va s'étendre sur des siècles, mais qu'il est nécessaire de lancer. On va voir pourquoi. Et c'est d'ailleurs l'objet d'un essai que vous avez publié chez Actes Sud pour une forêt primaire en Europe de l'Ouest. Alors tout d'abord, Francis Allais, un mot d'actualité face au super feu qu'on a connu cet été en France, dans les Landes, en Gironde, mais aussi dans des endroits jusqu'ici préservés, des incendies que l'on n'avait jamais vus, qui ont mis des semaines à être complètement éteints, et ça continue d'ailleurs aujourd'hui en d'autres endroits. Quel est votre diagnostic ? Eh bien, ce que je pense, c'est que immédiatement, on incrimine le changement climatique et la vague de chaleur de cet été. On oublie d'incriminer l'être humain. Parce que si nous n'avions pas planté 1 million d'hectares de pins, ça n'aurait pas brûlé. Planter des pins, c'est comme faire une plantation avec des bidons d'essence. Et donc, du coup, c'est aussi un appel à réintroduire plus de biodiversité dans les forêts ? Alors, c'est ça qui m'inquiète, c'est que j'ai assisté à une discussion déjà préliminaire à la réinstallation, et les gens qui étaient là étaient des gens de la filière bois, et ils n'attendaient qu'une chose, c'était de pouvoir replanter des pins. Donc, vous voulez dire que tout ce que vous faites depuis des années et vos appels ne sont pas entendus ? Non, je dirais pas ça, non. Mais sur ce plan, et je crois qu'il y a un effort à faire, il faudrait abandonner l'idée du profit maximum dans le minimum de temps, dans les questions de reforestation. Si on plante des pins, c'est qu'on veut faire le profit maximum le plus vite possible. Et ça nous retombe dessus. Voilà. Là, vous parlez d'un endroit précis, mais il y a eu d'autres feux aussi. Non, c'est pareil partout dans le monde entier. Planter des pins, c'est dangereux. Voilà. D'accord, mais il n'y a pas eu que des forêts de pins qui ont brûlé en France cet été. Il y en a eu d'autres aussi qui ont connu des incendies en Bretagne. Oui, il n'y a pas que les forêts de pins qui brûlent. Mais dans la Gironde, autour de Bordeaux, c'est essentiellement des pins, mais parce qu'on a planté 1 million d'hectares de pins, et on a continué à appeler ça la forêt des Landes de Gascogne, alors que c'est pas du tout une forêt, c'est une plantation, c'est de l'agriculture. J'ai rien contre l'agriculture. Non, on se doute bien. Donc, du coup, ça, c'est la leçon à retenir selon vous. Mais est-ce que ce que vous avez entendu de l'action des pouvoirs publics, on a entendu Emmanuel Macron beaucoup parler, s'exprimer, effectivement, pour que ces incendies ne se reproduisent plus, est-ce que ce que vous avez entendu est à la hauteur de la situation ? Non, clairement pas. Bien sûr, il faut faire en sorte que ces incendies ne recommencent pas. Donc, il faut planter autre chose. Il faut réfléchir à ce qu'on va planter. Or, je m'aperçois, mais c'est pas seulement le cas des Landes, les décisions sont prises localement entre des gens dont les intérêts sont là. Ça mène forcément à des échecs. Il n'y a pas beaucoup de scientifiques pour dire ce qu'il faut faire. Il n'y en a pas. C'est peut-être effectivement ça il y en a, mais on leur demande pas leur avis. Oui, ou alors on les écoute, mais on les laisse parler. Il y a la France, puis aussi ce qui se passe ailleurs, l'Amazonie qui serait détruite à 26% de façon irréversible, si l'on en croit les peuples indigènes qui se sont exprimés récemment. Vous le disiez tout à l'heure, l'homme est son plus grand ennemi ? Sans aucun doute. C'est le plus grand ennemi de l'arbre et de la forêt. J'en vois pas d'autre. Non, c'est pas beau ce qui se passe au Brésil. Tant qu'il y aura cette direction-là pour ce pauvre pays, franchement, il mérite mieux. Et les Amérindiens sont les premiers à souffrir de tout ça, et je trouve ça scandaleux de faire souffrir des gens comme eux.
Est-ce qu'il y a tout de même une lueur d'espoir, Francis Allais, quand on voit que certaines forêts brûlées il y a plusieurs années, leur sol se régénère. Vous dites vous-même, effectivement, que les arbres sont plus forts que nous. Il y en a certains qui ont traversé les changements climatiques. Mais sans aucun doute, ils sont bien plus anciens que nous et ils nous survivront sans aucun doute si jamais on venait à disparaître. Oui. Alors, c'est vrai qu'une forêt qui brûle, elle va repousser. Parce que ce qui brûle, c'est ce qui dépasse du sol, n'est-ce pas? Mais les racines ne brûlent pas et les graines qui sont dans le sol sont parfaitement intactes. Donc, si le feu s'éteint et s'il y a un petit peu d'humidité, ça repart. Faudra attendre plusieurs années? Non. La germination, ça peut être cet automne. Oui, je veux dire, mais avant de reconstituer une forêt... Avant qu'on ait une forêt, oui. Vous savez, les arbres, c'est pas pressé. Ils ont cet avantage sur nous, c'est qu'ils ont tout leur temps. Alors, on imagine que cette actualité, elle appuie encore plus votre projet de créer une forêt primaire en Europe de l'Ouest. Mais tout d'abord, pour les auditeurs qui n'ont jamais entendu parler de forêt primaire, qu'est-ce que c'est? C'est une forêt qui n'a jamais été exploitée ni modifiée de façon quelconque par l'homme. C'est un sommet de la biodiversité. Et vous parlez souvent, Francis Allais, de sa grande beauté. Effectivement, la définition que vous donnez, elle est bonne. L'ennui, c'est que toutes les forêts sur cette planète ont été coupées, exploitées, pratiquement toutes. Donc, il faut faire un complément à la définition. Il faut laisser passer un temps suffisant pour que le caractère primaire se remette en place. Et ça, c'est très long. En Europe, il n'y en a plus. Non, il y en a de forêt primaire, très longtemps. Excepté celle de Białowieża, en Pologne. Oui, mais je ne sais pas si vous connaissez l'endroit. C'est magnifique, mais c'est très menacé parce que le gouvernement d'Andrzej Duda, c'est un petit peu comme celui de Bolsonaro au Brésil. La forêt l'intéresse pas du tout. Par contre, ce qui l'intéresse, c'est le fric qu'on peut tirer de ces énormes chaînes qui tiendraient pas dans votre pièce. Voilà, donc c'est inquiétant. Et vous-même, quand vous êtes allé dans cette forêt, vous avez été allé dans beaucoup de forêts, on l'a dit, vous avez voyagé partout, mais vous avez été vous-même émerveillé par la beauté de cette forêt. Oui, j'insiste sur la beauté parce que si je vous parle de biodiversité ou d'ions minéraux dans le sol, vous ne pouvez pas le vérifier. Tandis que la beauté, vous rentrez là-dedans, vous vous dites, mince, mais je ne savais pas qu'une forêt pouvait être aussi belle. C'est immédiat, il n'y a pas besoin de formation, il n'y a pas besoin d'être spécialiste pour voir ça. C'est pour ça que j'aime bien ce caractère-là. En plus, il est très important. Il est le produit d'une longue évolution réussie. Et d'ailleurs, vous parlez souvent de la beauté, Francis Allais. Vous voulez réhabiliter la beauté aussi auprès des scientifiques. Vous dites que vous-même, vous aviez été bridé quand vous étiez étudiant, que vous ne pouviez pas exprimer finalement votre sensibilité. Ah non, on nous l'a déconseillé. Voilà. Et donc, c'est un de vos combats aujourd'hui de réhabiliter la beauté. Oui, je suis effrayé parce qu'on nous dit à l'université des choses dont il faut se débarrasser pendant des dizaines d'années après. Alors, il n'y a plus de forêt primaire en Europe, non. Mais les bénéfices sont nombreux. Si vous pouvez nous dire quels sont les bénéfices qu'elle rend, cette forêt primaire? Je ne sais pas par quoi commencer. Je crois que le plus important, c'est les sols. Sous une forêt, primaire ou pas d'ailleurs, enfin c'est surtout vrai pour les forêts primaires, vous avez des sols d'une fertilité maximale. Supposez qu'un agriculteur ait un sol squelettique qui ne donne plus rien, mon conseil, ça serait d'y planter des arbres. Il va trouver des arbres qui voudront bien pousser là. Et après quelques années, le sol sera redevenu bon. Donc un premier avantage de la forêt primaire, c'est des sols de première qualité. Le deuxième, par ordre d'importance, je dirais que c'est la biodiversité. Si vous avez une forêt primaire, c'est-à-dire que les arbres tombent et qu'on les laisse pourrir au sol, ça choque les forestiers, mais moi ça m'arrange parce que c'est comme ça que naissent toutes les chaînes alimentaires qui mènent des plus petits organismes jusqu'aux plus grands. Donc la diversité, la biodiversité maximum, que ça s'agisse de plantes ou d'animaux, c'est dans la forêt primaire. Or on est dans une période, comme vous le savez, où la biodiversité disparaît dans beaucoup d'endroits. Mais il n'y a pas que ça, il y a une influence très positive sur le climat. On sait que s'il y a une grande forêt en très bon état, il pleut de plus, la pluviométrie est plus forte et le nombre de jours de pluie augmente. On sait aussi que grâce aux pivots verticaux des arbres, il y a une alimentation des nappes phréatiques en eau pure. C'est exactement de ça qu'on a besoin. S'il y avait eu ça dans les Landes, il n'y aurait pas eu les feux.
En 2018, vous vous êtes rencontré avec Éric Fabre et vous avez décidé d'allier vos compétences autour du projet. Aujourd'hui, où en êtes-vous, Éric Fabre? Vous cherchez un terrain de 70 000 hectares, transfrontalier avec la France. Alors, c'est l'équivalent de l'île de Minorque, 70 000 hectares. Est-ce que vous l'avez trouvé? On sait que vous travaillez sur 2 pistes. Vous allez nous dire lesquelles. Et puis, il y a plusieurs pays qui vous ont déjà donné leur accord. Alors effectivement, cette idée géniale de Francis, la question c'est de la faire atterrir. On avait des critères dont Francis a rappelé certains. Enfin bon, le côté européen, le côté transfrontalier, le fait d'avoir une forêt de pas trop haute altitude, le fait d'avoir un domaine public tout à fait important, parce qu'il était hors de question sur 70 000 hectares de partir à l'acquisition de parcelles privées les unes après les autres. Et donc, en fonction de cette batterie de critères, on s'est orienté sur deux régions, Vosges du Nord et Rhénanie-Palatinat en Allemagne, et les Ardennes françaises et les Ardennes belges. Alors une association comme la nôtre, elle est, comme on le dit d'ailleurs dans les politiques publiques en ce moment, elle est porteuse d'un projet. C'est la société civile, un grand scientifique, une association qui porte un projet qu'il propose, qui n'a pas forcément la légitimité institutionnelle pour tout faire. Mais donc on propose ce projet, on le porte, en particulier auprès de l'Europe, auprès du gouvernement français, auprès des institutions de la région du Grand Est, des gouvernements qui sont concernés. Aujourd'hui, on est en phase où des discussions importantes ont lieu avec la communauté, avec la Commission européenne. Des discussions très importantes, des travaux de réflexion commune sont engagés avec la région Grand Est. On attend l'expression de cet imminent de soutien très fort de la part de l'Europe, de la part du gouvernement luxembourgeois, du gouvernement wallon. On attend des réunions de travail avec la région Grand Est pour engager ce qui nous semble essentiel aujourd'hui, c'est-à-dire un processus très construit de concertation locale, parce que ce projet, je crois qu'il faut se rendre compte que c'est pas un projet de vase clos, de sanctuaire, on met pas sous cloche 70 000 hectares. On fait de ces 70 000 hectares le cœur d'un projet plus vaste, qui est celui de travailler aussi toutes les zones qui sont autour. Qu'est-ce qu'on fait en matière agricole, en matière sylvicole, en matière touristique, autour de ça, à l'occasion de l'installation d'un projet comme ça? Et au fond, derrière le projet de Francis, qu'est-ce qu'il y a? Et ce qu'il y a, c'est comment on vit sur cette planète, comment on fait du développement, nous, l'espèce humaine, à côté de zones où la nature s'exprime totalement librement. Est-ce qu'on est capable de le faire et de créer de nouvelles formes de prospérité? Et au fond, c'est en tout petit, c'est un projet qui est une expérimentation de l'enjeu qui nous est posé à nous, espèces humaines, aujourd'hui, sur la planète dans son ensemble. Comment est-ce qu'on est fichu de construire de la sylviculture, de l'agriculture, du tourisme, de la science, de l'habitat, de l'urbanisme, etc., à côté de la nature, avec elle, et peut-être même en s'articulant bien à elle, repenser une agriculture avec de l'agroforesterie, repenser des paysages urbains en fonction de la proximité avec cet espace. C'est tout ça qu'on porte. Comment ça va se passer, cet espace qui sera comme l'île de Minorque? Est-ce que c'est une forêt qu'on pourra visiter? Non, mais on peut visiter sans faire de dégâts. Ça sera facile à visiter, les visites seront favorisées, et nous espérons des visites. D'ailleurs, je suis persuadé qu'il y en aura beaucoup, parce qu'une forêt primaire, quand les gens savent qu'il y en a une, ça se précipite. Je prends l'exemple de la Pologne. Alors, il faudra juste respecter ce qui entoure le visiteur, ce qui est bien normal. On marche pas sur le sol, parce que le sol des forêts primaires, il est très mou, souple. Et donc, si on marche trop, on asphyxie les racines et l'arbre peut mourir. Donc il y aura un parcours? Il y aura un parcours sur des petits caillebotis c'est comme dans beaucoup de parcs nationaux aux États-Unis ou en Australie. C'est tout à fait habituel. Francis, comment vous avez eu cette idée? Comment vous êtes dit, allez, je passe à l'action, il faut la faire, cette forêt primaire? Je vais vous retourner la question. Comment n'avez-vous pas eu cette idée? On peut pas vivre sans forêt primaire. Attendez, il faut en avoir vu. Moi, j'ai passé toute ma vie professionnelle dans ces forêts-là. Oui, vous avez eu cette chance, mais par exemple, moi, j'ai jamais mis les pieds dans une forêt primaire. David, vous devriez vous dépêcher d'y aller. Qui est devant un micro aussi à côté de moi. David, est-ce que tu y allais? Non plus. Vous devriez vous dépêcher d'y aller. C'est encore possible et c'est franchement magnifique. Bon, en tout cas, quel a été le retour finalement de toutes ces autorités que vous êtes allés voir, que ce soit la Commission européenne ou les autorités locales? Est-ce que vous avez senti effectivement qu'elles se sont dit allez, il faut qu'on parte avec vous? Alors, ça se passe jamais comme ça, disons, avec les institutions, mais on a senti un très grand intérêt.
et de tous les types d'institutions, les plus officielles, on a senti aussi un intérêt qui a bougé dans le temps, parce que tout le monde comprend bien qu'on est dans une situation d'urgence absolue, qu'il y a des politiques publiques qui elles-mêmes disent nous voulons 10% d'air en protection stricte. Ce sont des politiques publiques et nous ne manquons jamais de leur dire, Francis et moi, mais vous avez des politiques publiques, vous avez des engagements, on vous amène un projet qui est une formidable expérimentation dans la transition. Donc de deux choses l'une, où en gros vous prenez et vous avez... vous faites ce que vous dites, ou vous ne faites pas ce que vous dites, mais à ce moment-là, il ne faut pas s'étonner éventuellement des conséquences que ça peut avoir. Donc non, il y a un très grand intérêt. Simplement, l'innovation que représente ce projet, tout ce qu'il met en jeu, parce qu'on a tiré une partie de la plotte, mais il y a plein de choses qu'on peut tirer de ce projet. Par exemple, comment va-t-il être animé, cet objet ? Comment va-t-il être... c'est un bien commun qu'on construit. Comment on gouverne un bien commun international? Comment on a un peu d'expérience quand même. Enfin, les institutions internationales ont cette expérience. Oui, mais le droit des communs, il est tout jeune, il est tout neuf, il est en train de s'élaborer. Comment on assure éventuellement la représentation des espèces qui sont là? Est-ce qu'on peut à cette occasion se poser cette question? Francis a évoqué sur la partie cœur, 70 000 hectares, une activité touristique, mais il va y avoir une autre activité humaine très importante, c'est la recherche scientifique. Déjà, il y a plein de chercheurs, de collègues de Francis qui sont là et qui lui ont dit, mais dès que c'est lancé, on arrive. parce que la dimension même de l'écosystème qui est proposée est une dimension pertinente pour faire une recherche sur un vrai écosystème forestier. On oublie toujours qu'une forêt, c'est pas que des arbres. Une forêt, c'est des arbres et la grande faune. C'est donc l'intérêt du projet de Francis, c'est tout de suite de penser une dimension pertinente sur le plan scientifique et sur le plan d'un écosystème forestier. Donc il va y avoir une recherche fondamentale, une recherche appliquée, scientifique, sciences de la nature, sciences du droit, de l'architecture. On a des partenariats on travaille par exemple avec l'École supérieure d'architecture de Versailles, on s'est rencontrés. Il y a déjà des gens qui réfléchissent sur des projets des clôtures qui ne sont pas des clôtures, comment on disparaît, on fait disparaître une route, on constate qu'il y a une efflorescence de réflexion à partir de ce projet. Alors, c'est un projet qui va s'étendre dans le temps. Francis Allais, combien de siècles? Au moins 6 siècles pour voir cette... Au moins 6 siècles, probablement 8, entre les deux. Vous comprenez que votre question est difficile, puisque comme nous ne savons pas encore exactement où nous serons, le chiffre que vous me demandez dépend de l'âge de la forêt qu'on va trouver au départ. Donc je pourrais vous en dire plus quand on saura où on s'installe. Oui, parce que vous allez commencer à partir d'une forêt existante. Oui. Évidemment, si on était dans les tropiques, ça irait plus vite. Oui, d'accord. Effectivement, ça tout dépend aussi de la latitude. Et donc, ces 6 siècles serviront à faire renaître cette forêt primaire. Ça, effectivement, ça peut poser éventuellement un problème quand vous expliquez ça à des personnes qui ne sont pas scientifiques et qui n'ont pas ce rapport au temps, on va dire. Il ne faut pas confondre avec l'ère primaire des géologues. Non, mais la confusion, elle est fréquente et c'est pas du tout la même chose. Mais quand même, là, quand vous arrivez avec vos projets auprès d'institutions européennes et que vous dites, effectivement, ce sera prêt dans 6 siècles, c'est pas tous les jours qu'on a un projet comme ça. Non, mais si on avait commencé au XIVe siècle, ça serait fait. Oui, ça c'est sûr. Et au fond, c'est passé assez vite depuis. Mais au XIVe siècle, il n'y avait pas besoin, puisqu'il y avait déjà des forêts primaires. Il y en avait un peu, elles avaient déjà été abîmées. Non, effectivement, je crois que ça nous aide à nous réinstaller dans le temps long. Il faut qu'on arrête de vouloir tout de suite, à la seconde. De penser à nous, il faut penser aux générations futures. Il faut penser à la planète demain, il faut penser à ce qu'on laisse. La nature est là, elle a ses propres exigences, elle a son propre rythme, nous en sommes. Il faut qu'on se réhabitue au temps très long. Ceci étant dit, il y aura des résultats immédiatement. Bien avant. Oui. Bien avant. Il y aura Quel genre de résultats, Francis Allais? Les animaux, ils ne sont pas idiots du tout. Dès qu'ils voient qu'ils ne sont plus chassés, ils n'ont plus peur de nous. Et donc les visites... Je dirais dans les 10 ans du début, à partir du début, dans les 10 ans, on va voir facilement des animaux. Ils n'ont plus peur de nous. Donc le tourisme va être intéressant dès le début. Il va y avoir, même avant la phase d'ouverture de ce lieu, toute la période de concertation. On parle beaucoup en ce moment de planification écologique.
de transition voilà un bel écologique. exemple de planification. Non seulement un bel exemple de planification écologique, mais ce que nous disent les experts qui maintenant nous accompagnent, c'est qu'on peut être d'une des expériences pilotes au niveau mondial des nouvelles formes de la planification écologique qui associent les acteurs sur le terrain. Tout le monde dit comment dirais-je, la politique française des aires protégées, la stratégie biodiversité de l'Europe, le rapport Meadows en 62, etc. Tout le monde dit la société civile, construction par en bas, etc. Oui, on va faire de la construction par en bas, c'est-à-dire on va mettre tout le monde autour d'une table sur plusieurs années. On aura le temps avec de l'expertise et on va construire des solutions. Et je pense que avant même que le projet soit né physiquement, il y aura une production de résultats sur comment faire, comment construire, quelle piste de travail en matière agricole, quelle piste de travail en matière sylvicole, qu'est-ce qu'on peut faire sur le tourisme pour éviter le surtourisme. N'oublie pas la chasse. La chasse, comment on va régler les problèmes de chasse? Bien sûr, parce que pendant toute cette période, pendant ces années-là, les chasseurs chasseront, il n'y a aucun problème. Mais nous, ce que nous voulons faire, c'est avoir non seulement un vrai dialogue avec les chasseurs, mais nous sommes convaincus que les chasseurs amèneront une expertise. On a rencontré la Fondation François Sommer, la fondation qui gère le musée de la chasse à Paris, qui est une des un lieu éthique et de formation des chasseurs, très reconnu. Et ils nous ont dit, mais nous, votre projet, il nous intéresse au plus haut point. Faites des chasseurs des acteurs de la construction et réfléchissons ensemble. Il y a des tas de recherches à faire sur, Francis le dit, la grande faune, sa présence, comment régule-t-on aussi, quand les prédateurs arrivent, quel rôle l'homme va jouer, comment... C'est un projet, c'est un peu un projet qu'on construit en fait. Mais c'est un projet qui va être co-construit. Avec une adhésion des citoyens primordiale. D'ailleurs, dans votre association, vous êtes près de 3000, c'est ça? Plus de 3000 maintenant, ça y est. 3000. Dans 13 pays différents. Ouais. Oui, je veux dire, ce projet est inimaginable sans construction avec les acteurs locaux. Les maires avec qui, on va dire, vous rentrez dans ce projet, ils vont dire, ok, moi j'y rentre, comme l'ONF d'ailleurs peut nous le dire. Mais les revenus qu'on a actuellement de nos forêts communales, par exemple, qui nous servent à financer le toit de l'école, le trottoir, etc. Alors, quid? Il faut réinventer des politiques publiques. Alors, il y en a qui existent de compensation. Est-ce qu'on va rester longtemps sur le mode de la compensation dans l'ère qui arrive? Non, c'est des financements de services que rendront ces communes en mettant à disposition ces territoires. En tout cas, l'étape fondamentale, c'est trouver le lieu, effectivement, et c'est de démarrer. Ça, dans vos espoirs les plus fous, ça se passerait quand? L'année prochaine. Les plus fous, vous avez dit. J'ai dit les plus fous. Non, l'étape fondamentale, c'est d'avoir avec nous le porteur institutionnel qui va porter le projet. C'est pour ça qu'on a des discussions avec la région Grand Est, qui est une région très dynamique, qui porte des projets de la transition, qui en plus en tant que région est impliquée par les deux projets, et puis qui a les compétences d'aménagement du territoire, de réflexion et d'action sur la transition, qui est un échelon pertinent entre le local et le global, national ou international. Donc, à notre avis, il y a là un porteur tout à fait légitime Bon, alors c'est une proposition complexe, il faut la discuter, il faut la réfléchir ensemble. On espère que ces discussions... au niveau international, effectivement. L'Europe, on aura peut-être l'occasion dans les prochains jours de vous annoncer une grande nouvelle du côté européen. Voilà, oui, l'Europe a les yeux vraiment fixés sur ce projet. Je crois pouvoir dire qu'elle le considère comme un projet tout à fait unique et élément fondamental, y compris pour l'Europe, que c'est un projet transgénérationnel, de transmission, moins qu'on puisse dire, fondamentale autour des questions de la nature. Ça c'est déjà fait, Francis Allais, ailleurs dans la planète. Recréer une forêt primaire? Oui. J'en ai pas connaissance. Je l'ai bien cherché. Pour moi, c'est la première fois que ça se fait. Laisser vieillir des forêts, oui, ça, on sait le faire. Mais on s'occupe pas de revenir à l'état de la forêt primaire avec sa flore complète et sa faune entière. Ça n'a jamais été fait, je crois. Alors, une question qu'on doit vous poser souvent, qui est en relation aussi avec cette adhésion des citoyens à votre projet, à votre association, c'est le regain pour les arbres, pour la forêt. Alors, vous comprenez pas d'où ça vient, Francis Allais, parce qu'on vous pose souvent la question quand on vous dit mais comment ça se fait Alors bien sûr, il y a le Covid qui est passé par là. On s'est aperçu qu'on était enfermés. Et le changement climatique. Et le changement climatique aussi. Effectivement, mais vous, comment vous regardez cet engouement récent? J'en suis plutôt content. Un intérêt public pour les arbres et les forêts, moi, ça me convient tout à fait. Je pense que la solution pour nous, elle est là. Elle est dans l'appui du public, dans la mentalité des gens. Voilà. Si les gens se désintéressent de ce projet, on n'y arrivera pas.
Et vous, quand vous voyez que vos conférences sont complètes, que voilà, on vient vous voir, on vous pose des questions, comment vous réagissez? Je fais de mon mieux, j'essaye de... Vous répondez Non, aux questions. mais je veux dire que je suis très content parce que des conférences sur les arbres, j'en fais depuis une quarantaine d'années, oui, et au oui. début, il y avait 15 personnes. C'est ça que je vous demande, c'est ça? Non, mais je vois bien qu'il y a maintenant un engouement public énorme. Il y a aussi un facteur, je crois, enfin, moi, si je parle de mon expérience personnelle, je n'y connaissais rien, je ne suis pas un scientifique. Et je regardais la nature et les arbres comme un décor. On a un regard, évidemment, totalement culturel sur notre environnement. Et c'est le fait que, tout d'un coup, un scientifique comme ça, sur une séance de dédicace, me dise, et vous posiez la question tout à l'heure, mais c'est lui qui interpellait les citoyens. Il m'a dit textuellement, pendant qu'il dédicaçait un livre à mon épouse, et parlant de son projet, il faut que des citoyens comme vous s'en occupent. Et alors moi, je lui dis bêtement, mais moi, il ne faut jamais me dire ça 2 fois, donc voilà. Ça s'est passé aussi bêtement. Et après, j'ai lu les bouquins, et tout d'un coup, mon regard sur les arbres et la forêt, j'ai commencé à comprendre que l'arbre était un enjeu, mais complètement politique. J'avais rien compris à ce que je regardais. Ouais. Et je pense qu'il y a le regard de beaucoup de gens, moi je ne veux pas être complètement lambda là-dessus, le regard des gens change, ils comprennent qu'ils sont de cette nature qui est en train de leur dire vous avez fait quelques bêtises assez fondamentales et moi j'ai mon propre développement, j'ai mes propres règles et voilà les conséquences. Mais vous avez parfaitement raison, Francis Allais, d'interpeller finalement les citoyens, parce que c'est là que ça se passe. Vous savez, les politiques sont jamais en avance, ils suivent le mouvement. Alors, les politiques qui parlent de renaturation, c'est cet été, on en a beaucoup entendu parler. Il y a un projet. On aimerait le voir. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est forcément. J'en pense du bien, mais je l'ai pas vu. Et puis renaturation, c'est tellement c'est l'homme qui s'occupe de la nature. C'est nous qu'on va renaturer. Oui, c'est vrai qu'il faudrait retourner le concept. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Comme disait Terrasson, si vous aimez la nature, fichez-lui la paix, quoi. Alors, on sait que vous avez fait beaucoup de pédagogie dans vos conférences vis-à-vis des élus, etc. Vous plaidez aussi beaucoup pour que les arbres rentrent dans les écoles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, force est de constater que personne ne sait reconnaître un châtaignier d'un chêne. Enfin, qu'on a perdu complètement cette connaissance. On me dit que les gamins, ils ont dans la tête 400 marques commerciales. Et ils savent pas distinguer un châtaignier d'un noyer. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit de plus en plus cette idée de faire classe dehors. En fait, c'est une idée scandinave. C'est vrai que là-bas, c'est très développé. Il y a des vrais éléments d'optimisme, parce que je vois que les enfants, par exemple, si vous prenez la peine de leur montrer les arbres, de leur expliquer un minimum, ça les passionne immédiatement. Ils vont garder ça en mémoire sans effort toute leur vie. Oui, c'est parce que les adultes ont perdu aussi cette transmission, peut-être, et donc... Oui, je crois qu'il est temps de se réveiller un peu dans ce domaine-là. Ça pourrait aussi peut-être passer par le dessin aussi, Francis Allais. On sait, à ce qui paraît, vous en avez 50 000 dans vos cartons. Oui. C'est-à-dire, quand je suis dans une forêt tropicale, comme je l'ai fait toute ma vie, il faut bien que je garde des souvenirs de ce que je vois. J'ai compris rapidement que la photo, c'est pas mal, mais ça suffit pas. Il faut faire des dessins. Parce que la photo, c'est quand même assez fidèle. Non. Parce que la photo, ça met en 2 dimensions un spectacle qui est en 3 dimensions. Donc il vaut mieux pouvoir tourner autour et figurer la 3e dimension. C'est ce que j'essaye de faire dans mes dessins. Et aujourd'hui, vous dessinez encore? Vous dessinez tout le temps? J'arrête pas. Je suis plongé dans un bouquin qui va s'appeler La beauté du vivant. Plantes et animaux. Qui sortira quand? L'année prochaine. On suivra ça avec attention. Alors, je termine toujours ce podcast avec une interview dans l'interview, et c'est l'interview Déclic. C'est parti. Francis Allais, quel conseil auriez-vous aimé avoir au début de votre carrière? C'est un peu compliqué. Je suis parti dans les tropiques. Dès que j'ai eu mes diplômes à l'université, je suis parti vers les tropiques humides, voir les grandes forêts. J'avais aucun élément, aucune instruction, aucune possibilité de me renseigner. Donc, une des premières choses que j'ai faites, après quelques années de tropiques, c'est d'expliquer ce que sont les tropiques, et ce qu'on peut s'attendre à y trouver, et ce qu'il va falloir se résigner à ne pas y trouver. J'aurais bien aimé avoir eu ce bouquin-là quand j'ai commencé. Bon, je ne l'ai pas eu, mais les suivants l'auront.
Une personnalité que vous admirez plus que tout aujourd'hui, scientifique ou pas d'ailleurs? Il y a des quantités, pourquoi une? Parce qu'on ne peut pas parler de tout le monde. John Muir. C'est un Américain, une famille modeste, mais aisée tout de même. Il a fait... Sa biographie porte ce sous-titre: « J'aurais pu être millionnaire, j'ai choisi d'être vagabond ». Ce mec, il a passé sa vie dans les forêts des États-Unis, à l'époque où elles étaient magnifiques. Je crois que c'est lui qui a réussi à ce qu'un président des États-Unis, qui était Roosevelt, si je ne me trompe pas, vienne avec lui camper. Ah oui. Et pour déplacer un président, enfin, là, en ce moment, je n'essayerais pas. Vous avez déjà essayé? Non. Non. En tout cas, Roosevelt, il n'en revenait pas. Et il a compris qu'il fallait protéger ça, préserver ça. Le parc national de Yosemite, c'est là que ça a pris naissance. Enfin, vous ne les avez pas invités à camper avec vous, mais vous avez quand même rencontré certaines personnalités politiques. Oui. Dans l'ensemble, c'est pas très brillant. Alors, j'allais vous poser la question, un arbre qui vous a le plus impressionné? Ah non, je suis désolé, je réponds pas à des questions comme ça, parce qu'il y en a un par continent. Ben, c'est ça. Vous savez, à l'époque de la marine à voile, il y avait une femme dans chaque port. Ah bah, merci de la comparaison. Je suis désolé, mais c'est ce qui me vient à l'esprit. Je peux pas... Non, il n'y a pas un arbre. C'est difficile pour vous de répondre à ça. Non, par continent, oui, mais pas plus. Alors, on prend l'Europe, par exemple? Je vois que les arbres d'Europe, ils sont pas très rigolos. J'aime mieux l'Afrique, le Moabi. Pour l'Asie, le durian. Mais ça va rien vous dire, si. Et pour l'Amérique du Sud, l'arbre à caoutchouc. Celui qui sert à faire les pneus. D'accord. Une grande merveille. Vous ne seriez jamais devenu ce que vous êtes si? Elles sont marrantes, vos questions. C'est pour ça que je les pose. Eh ben, si j'étais infirme, je pourrais pas. Si j'étais handicapé. Ou si les arbres m'intéressaient pas. Ça pourrait se faire. Bah oui, parce que vous êtes mais c'est un handicap aussi. Perché une bonne partie de votre carrière. Votre plus bel échec? Oh là là, mais c'est compliqué, votre truc. J'ai eu beaucoup de magnifiques échecs, alors c'est dur à oui, choisir. c'est pour ça qu'on vous pose la question. Il y a des échecs qui sont très beaux. N'avoir jamais réussi à visiter Venise. Ah bon? C'est idiot, il suffirait que j'y aille, mais j'y vais pas parce que j'ai pas le temps. Ah, d'accord. Mais je connais toujours pas Venise et je considère ça comme un échec. Voilà. Mais ça peut être rattrapé, ça peut être... Mais j'y pense, mais... Alors, Francis Allais, que dites-vous à celles et ceux qui vous écoutent, qui ont envie d'agir, mais qui ne savent pas comment? Adhérer à notre association. C'est la chose la plus utile qu'on puisse faire pour ce projet, n'est-ce pas? C'est pas une question de fric, c'est une question de nombre. Quand on va aborder le niveau politique, ce qui compte, c'est pas l'intérêt du projet, s'en foutent. Ce qui compte, c'est le nombre d'adhérents. Alors, on est à 3000 et quelques. 3000. Il faudrait qu'on soit le double. Eric Fabre? Voilà. C'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est d'avoir effectivement beaucoup d'adhérents, à la fois pour cette question du nombre, parce que c'est combien de divisions, effectivement, mais aussi parce que le nombre, c'est une qualité de l'association. Ce sont des compétences qui sont, c'est des idées qui sont, c'est de l'enracinement, le nombre. Bien sûr, c'est de la ressource financière. On est une start-up. Ce projet, c'est un prototype. On porte un prototype. On fait de la recherche et développement. C'est ça qu'on fait dans la réalité des choses. Donc oui, beaucoup d'adhérence et une capacité à partager. Puis c'est une capacité à être nombreux, à être heureux ensemble. Enfin, je veux dire, quand on est autour de Francis Allais, plus autour de toute l'équipe de scientifiques, on a une équipe de naturalistes. Je veux dire, quand je rentre dans ma librairie favorite chaque jour et je regarde, par exemple, la collection Actes Sud sans faire de publicité pour personne, j'ai l'impression de voir mon conseil d'administration. C'est une joie. Alors, on a plus il y aura de gens qui viendront à l'association, plus il y aura des gens heureux, je crois, sur cette terre. Alors, tout à l'heure, on disait qu'effectivement, on constatait que les enfants avaient plus des marques publicitaires dans la tête que des noms d'arbres. Finalement, si vous aviez un ou deux ouvrages à conseiller aux parents qui voudraient effectivement faire un peu de pédagogie avec les enfants, ou même pour eux-mêmes, parce que c'est vrai qu'on s'est coupé de la nature, et c'est vrai que les citadins ne connaissent plus la nature, ne connaissent plus le nom des arbres, ne savent plus les reconnaître. Si vous deviez les guider vers certains ouvrages.
Vas-y, parce que ça me met dans l'embarras. Oh bah, non, il y C'est en pour a. ça que je me tourne vers Non, vous. mais Eric. moi je verrai deux champs. Je verrai le champ de l'apprentissage et de la découverte. Et il y a un bouquin magnifique de Francis et de Rosane Torquebios sur la botanique pour les enfants. Ça, Il y a un livre d'enfant. c'est merveilleux. Donc il y a tout ce registre-là. Il y a le registre des livres. Enfin, si vous voulez comprendre quoi que ce soit à l'arbre, lisez Éloge de l'arbre. Et puis il y a la part du rêve, il y a la part de la découverte et il y a un livre qui hante Francis depuis son enfance et tout, qui est un livre merveilleux, c'est Le Baron Perché de Calvino. On parlait de John Muir, mais oui, il faut lire Les Traversées des États-Unis par John Muir, il faut lire cette description des arbres, des feuillages. Il y en aurait des tonnes, hein, mais voilà déjà des très pistes. belles pistes. Bon, je sais pas tout. Si, mais Calvino, ça me convient tout à fait. Oui. Parfait. En tout cas, merci beaucoup, Eric Favre. Merci beaucoup, Francis Merci à Salé, vous. d'être venu sur Impact Positif. On vous souhaite une très très bonne continuation pour votre projet. Et puis, vous viendrez nous raconter la suite et peut-être le début dès l'année prochaine. Volontiers. C'est en tout cas ce qu'on vous souhaite. Très Merci volontiers. beaucoup. C'est gentil. Merci. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés sur Impact Positif. Merci de nous soutenir en vous abonnant et en nous notant sur les plateformes. Cela nous aide à être visibles et à grandir. Sans eux, le podcast n'existe pas. Merci à David Führer pour la prise de son et à Michael Cailly pour le mixage. Enfin, Impact Positif se décline désormais en émission sur LCI. Vous nous retrouvez pour un entretien tous les samedis à 12h45 et on en est ravis. Merci de nous suivre et à très vite sur Impact Positif.